Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Encore 17 autres mandats d'arrêt internationaux pour des personnes qui seraient impliquées dans l'affaire Melchior Ndadaye. Ce ne serait qu'un rêve de s'attendre à ce que Pierre Nkurunziza puisse répondre au prochain sommet des chefs d'État de l'EAC. C'est d'après Charles Nditije, président de l'IPRONA, non reconnu par le pouvoir de Bujumbura. La 24e conférence de l'ONU pour le climat se déroule en Pologne depuis ce dimanche. Le but est de mettre en place un calendrier opérationnel pour le respect des accords de Paris sur le réchauffement climatique. Encore une fois, bienvenue dans ce journal, page politique. Dans la poursuite des auteurs de l'assassinat de Melchior Ndadaye, le parquet général de la République a sorti une liste de 17 personnes qui seraient impliquées dans cette affaire. Liste assortie de mandats d'arrêt internationaux. Ceci intervient une semaine après l'arrestation de 4 officiers en retraite, comme l'indique Sylvestre Nyandwi, procureur général de la République. Suivez. En date du 24 novembre 2018, le parquet général de la République a procédé à l'arrestation de 4 personnes présumées auteurs de l'assassinat de son Excellence Melchior Ndadaye, premier président de la République du Burundi démocratiquement élu. Lors d'un point de presse, nous avions annoncé qu'il y a d'autres personnes impliquées dans ce crime qui sont encore recherchées. Les éléments de l'enquête déjà disponibles révèle que les personnes dont les noms suivent pourraient avoir été impliquées dans ce crime, dans sa préparation, pendant son exécution et même après sa commission. Le ministère public estime donc qu'il est impérieux qu'ils soient interrogés sur le rôle qu'ils auraient joué dans ces événements tragiques. Il s'agit de Pierre Buyoya, ex-président de la République du Burundi, Pascal Simbandoukou, Alfred Nkurunziza, Jean Bosco Daradangwe, Mamer Sinarinzi, Bernard Busokoza, Vincent Niyungeko, Juvenal Nzosaba, Jean Ngomirakiza, Janvier Baribwegure, Jean-Paul Kamana, Charles Ntakije, Aster Girukwigomba, Libert Bararunyeretse, Alphonse Marie Kadege, Luc Rukingama, Charles Mukasi, Antoine Ndouaye. Comme ils ne sont pas sur le territoire burundais, nous venons de lancer des mandats d'arrêt internationaux pour que les pays qui les hébergent puissent les arrêter et les extrader au Burundi afin qu'ils s'expliquent sur les faits leur reprochés. Nous exhortons les politiques à ne pas torpiller l'enquête en cours en demandant une chose et son contraire à travers des discours ambigus, et nous les invitons plutôt à coopérer avec le ministère public dans l'enquête en cours. Nous sommes heureux de constater que tout le monde a besoin que la vérité éclate au grand jour. En tout état de cause, il faut que la vérité soit révélée sur ce dossier et que ce crime si grave soit réprimé afin que nous tournions cette page sombre de l'histoire de notre pays pour que cet assassinat ne continue pas à être une épine dans les pieds du peuple burundais. La lutte contre l'impunité au Burundi n'a rien à voir avec la réouverture du dossier sur l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Le président Pierre Buyoya le dit avec indignation face aux accusations du régime Nkurunziza contre sa personne. Dans sa lettre en réponse à ces accusations, il indique que l'assassinat de Melchior Ndadaye a été traité en diverses formes et a été conclu à Arusha lors de l'accord de paix et de la réconciliation. Révérien Badikamle. Dans cette lettre de l'ancien président du Burundi, qui date du 2 décembre 2018, il est indiqué que ce que le ministère public burundais est en train de faire n'est qu'une simulation d'une opération de lutte contre l'impunité à travers la réouverture du dossier de l'assassinat de Melchior Ndadaye. Les accusations portées à la personne de Pierre Buyoya visent à porter atteinte à son honneur et à sa probité, comme il est écrit dans cette lettre. En effet, il poursuit dans sa lettre que le dossier Ndadaye a fait objet de traitements multiples sur tous les plans.
Pierre Buyoya a affirmé que le dossier a été instruit conformément à la loi nationale avec un jugement qui a été rendu. Le même sujet a été objet de débat au cours des négociations qui ont conduit à l'accord d'Arusha. Il ajoute qu'un consensus a été trouvé. Enfin, sur le plan international, Pierre Buyoya dit qu'il y a eu une enquête internationale sous l'autorisation de l'Organisation des Nations Unies. Pour l'ancien président du Burundi, cela traduirait une simple manipulation politique et une nouvelle forme de diversion qui vise à faire oublier les questions douloureuses qui restent sans réponse depuis que le régime de Bujumbura ait choisi de tourner le dos à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Cette démarche risque d'instrumentaliser la justice burundaise pour des fins électoralistes et de ramener le pays dans le conflit et la haine ethnique. Pierre Buyoya termine sa lettre en appelant à tout un chacun de penser à la solution de la crise qui secoue le Burundi. Selon cet ancien chef d'État, cette solution reste le dialogue inclusif, comme suggéré par les institutions régionales et internationales, au lieu de se pencher aux actes de division et d'instrumentalisation qui ne répondent pas malheureusement ni à la cause d'une paix durable, encore moins à une véritable lutte contre l'impunité. Cette lettre de Pierre Buyoya intervient après que le procureur de la République du Burundi ait tenu un point de presse ce vendredi passé où il a fait savoir que le gouvernement du Burundi lance des mandats d'arrêt internationaux contre 17 personnes dont Pierre Buyoya et ses anciens collaborateurs de ce régime. Vous vous souviendrez que 4 ex-officiers à retraite passent 2 semaines dans différentes prisons du Burundi pour le même dossier de l'assassinat de Melchior Ndadaye. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a grand espoir que le président Nkurunziza va cette fois-ci répondre au prochain sommet des chefs d'État de l'EAC prévu pour ce mois de décembre. C'est après le report du sommet des chefs d'État qui était prévu en fin de cette semaine dernière suite au boycott du pouvoir de Bujumbura. Mais pour Charles Nditije de l'UPRONA, non reconnu par le pouvoir de Bujumbura, il n'y a aucun espoir que Nkurunziza puisse répondre à ce rendez-vous. Absolument pas. Il n'y a vraiment aucun signal positif qui pourrait nous faire espérer que M. Nkurunziza puisse répondre présent parce que depuis le putsch manqué, M. Nkurunziza ne sort plus. Mais M. Nkurunziza, je dirais c'est une prison à ciel ouvert. Il s'est fait prisonnier de lui-même parce que, premièrement, il a peur de répondre de ces crimes devant la communauté internationale, ces crimes de droit même international, dont il n'a pas la conscience tranquille. Il a peur de sortir parce qu'il pense qu'on peut lui tenter un autre coup d'État. Il a peur de sortir parce qu'il ne veut pas répondre présent au rendez-vous, notamment des chefs d'État de l'EAC qui veulent lui demander, lui imposer d'accepter et de dialoguer avec toute l'opposition de manière inclusive. Et cela, je ne l'entends pas du tout. M. Nkurunziza ne veut pas du tout dialoguer avec l'opposition. M. Nkurunziza ne veut pas trouver une solution pacifique à la crise burundaise. Je crois qu'il a pris l'option du forcing, l'option du fait accompli, l'option de la violence, et il n'entend que ça, de façon que nous croyons à un seul instant qu'il puisse changer son attitude d'Aniota. Il ne va pas répondre présent à notre avis. Il n'y a aucune raison qu'il puisse changer parce que je crois qu'il est allé trop loin, il ne peut plus changer. La paix et la sécurité règnent au Burundi. C'est le constat du président de l'Assemblée nationale kenyane. Il a exprimé ce sentiment au cours d'une audience avec le président Pierre Nkurunziza. Le président de l'Assemblée nationale kenyane se trouve au Burundi pour suivre les Jeux de l'EALA qui rassemblent à Bujumbura les députés de la sous-région. Suivez le porte-parole du président Nkurunziza sur les sujets discutés au cours de cette entrevue. Le président de l'Assemblée nationale kenyane est au Burundi où il participe avec les autres parlements de la communauté est-africaine aux Jeux interparlementaires de l'EALA. Il était venu pour rencontrer le président de la République, d'abord pour remercier le peuple burundais qui, pour son hospitalité légendaire, il était également porteur d'un message du peuple kenyan qui
veut que les relations entre le Burundi et le Kenya aillent toujours de l'avant, des relations qui sont déjà bonnes, mais qui doivent être consolidées et renforcées davantage. Et il était également, il avait, comme il a déclaré au chef de l'État, il a indiqué qu'il est surpris par les progrès réalisés par le Burundi, et des progrès qui contredisent ce qui est véhiculé à travers la presse, à travers les réseaux sociaux, et il constate que la paix et la sécurité sont une réalité au Burundi, et il promet de revenir au Burundi, non pas dans un cadre de travail, mais plutôt dans un cadre touristique, parce qu'il apprécie énormément la situation socio-sécuritaire au Burundi. Enfin, le président de l'Assemblée nationale kenyane a échangé avec le chef de l'État sur la situation au sein de la communauté est-africaine, une situation qui est très satisfaisante, et il a traduit l'engagement de son pays à continuer à faire en sorte que cette situation s'améliore davantage. Le 2 décembre, Nelson Mandela aurait eu 100 ans, un événement qui n'a pas passé inaperçu à travers le monde. Les Burundais, eux, ont en mémoire son grand rôle dans la signature de l'accord d'Arusha. Nelson Mandela a été un exemple pour son pays, et c'est au monde entier dont il est devenu l'icône de la paix. C'est donc une belle occasion pour revenir sur sa vie. Il a été le premier président noir de l'Afrique du Sud. Né le 18 juillet 1918 dans un village de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela a été le premier de sa famille à aller à l'école. Un étudiant talentueux qui démontrait des tendances rebelles à un jeune âge, il a été renvoyé de l'université pour avoir participé à un boycott contre l'institution. On s'attendait à ce que Mandela devienne le chef de sa tribu comme son père, mais il a plutôt choisi d'étudier en droit. It is absolutely important that you have the knowledge to serve your country and your people. En 1944, Mandela s'est joint au Congrès national africain, ou ANC. Ce parti politique de gauche voulait accorder des droits égaux et des libertés au pays en entier. Mandela faisait partie d'un groupe au sein du parti qui a formé le ANC Youth League, ANCYL, qui utilisait des méthodes populaires pour faire passer son message, incluant des boycotts, des grèves et de la désobéissance civile générale. That the task of the ANC was to unite the African people and out of them build a nation. En 1948, le National Party a été élu au gouvernement et a implanté un système de ségrégation raciste légale appelé apartheid. Mandela et le ANCYL ont continué leurs manifestations non violentes contre les politiques racistes. Par exemple, Mandela a été instrumental dans la Defiance Campaign de 1952, ainsi que le Congress of the People de 1955. Il a aussi servi comme avocat pour les Sud-Africains noirs abusés en ouvrant le premier cabinet de droit noir au pays. Mandela devenait rapidement un ennemi du gouvernement et il était ciblé à toute opportunité. Vers la fin de 1956, Mandela et un groupe d'environ 150 manifestants ont été arrêtés pour soupçon de trahison pour leurs croyances politiques. Après un long tribunal, le groupe a été acquitté. C'est autour de ce temps qu'un groupe d'Africains militants ont commencé à suggérer que l'approche paisible ne fonctionnait pas. Ce groupe a formé le Congrès panafricain en 1959. Bientôt après, Mandela a changé sa position et a proposé que le conflit armé était la seule façon de mettre fin à l'apartheid. It is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks. Il a aidé à fonder une cellule militaire de l'ANC appelée Umkhonto we-Sizwe, un groupe qui se spécialisait en sabotage et en guérilla. Peu après, le 5 août 1962, Mandela a été arrêté pour une grève qu'il avait organisée l'année d'avant. Il a été condamné à 5 ans de prison, cependant, il a fini par passer ses prochaines 27 années derrière les barreaux. Au cours de sa sentence de 5 ans, Mandela a aussi été accusé de sabotage, de trahison et de conspiration violente durant l'infâme procès de Rivonia. Il a été condamné à vie en prison et a échappé de justesse à la peine de mort. Les premières années de prison de Mandela ont été passées à Robben Island, mais il a été transféré en 1982. Il a été maltraité en tant que prisonnier noir. Cependant, il a réussi à obtenir un baccalauréat en droit à travers un programme de correspondance. Pendant ce temps, la reconnaissance de Mandela s'est développée et il est devenu un symbole de la résistance anti-apartheid. À plusieurs reprises, le gouvernement a offert la liberté à Mandela en échange de l'abandon de ses croyances.
À chaque fois, il a refusé. Après d'amples négociations, Mandela a finalement été libéré le 11 février 1990 à l'âge de 72 ans par le nouveau président du pays. I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. Mandela est ensuite devenu le président du Congrès national africain et a aidé à négocier la fin de l'apartheid. Le 17 juin 1991, le Population Registration Act a été abrogé, ce qui voulait dire que les groupes raciaux n'étaient plus séparés par la loi. Ceci a marqué la fin du règne de l'apartheid en Afrique du Sud. Le pays a tenu ses premières élections démocratiques le 27 avril 1994, avec l'ANC récoltant 62% du vote. Le 10 mai 1994, Nelson Mandela a été confirmé comme étant le premier président noir de l'Afrique du Sud. Il a passé son terme à rebâtir l'économie et à unir le pays. Il a même utilisé l'équipe de rugby nationale du pays comme point de ralliement pour tous les citoyens et comme manière de montrer le pays d'une lumière positive sur la scène internationale. À la fin de son terme en 1999, Mandela a pris sa retraite de la vie politique active. Malgré avoir quitté la vie publique en 2004, Mandela a convoqué un groupe de chefs mondiaux appelé The Elders en 2007. Avec des figures telles Desmond Tutu, Jimmy Carter et Kofi Annan, le groupe visait à résoudre des problèmes mondiaux tels que la pauvreté, le sida et les changements climatiques. Parmi ses nombreux honneurs, il a reçu le prix Nobel de la paix en 1993. Même après avoir quitté la vie publique, Nelson Mandela est un homme qui a toujours continué sa croisade pour forger un meilleur monde. Le 3 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. Martin Nivedabandi, ministre des Droits de l'Homme, Affaires sociales et du genre, a rendu publique une déclaration dans laquelle il affirme que des plans d'action ont été menés en faveur des personnes vivant avec l'handicap. Mais selon lui, il reste un long chemin à parcourir vu l'immensité des besoins de cette catégorie des vulnérables. Suivez-le. Pour promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées, plusieurs actions sont menées par le gouvernement de la République du Burundi à travers le ministère en charge des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre, mais aussi à travers d'autres ministères et structures sectorielles. Il s'agit notamment de la rééducation et réadaptation physique, la formation à métiers divers avec octroi de matières de mobilité, la formation à métiers divers et octroi des kits de réinsertion, l'appui en activités génératrices de revenus aux centres et associations pour personnes handicapées, l'existence des écoles pilotes dans le cadre de l'éducation inclusive, les soins gratuits pour les femmes qui accouchent et les enfants de moins de 5 ans, sans laisser de côté différents vaccins offerts à l'endroit des enfants et des mamans et qui, d'une façon ou d'une autre, contribuent au niveau de la prévention du handicap, etc. Une politique nationale de protection sociale et de sa stratégie de mise en œuvre ont été mises également sur pied, de même que le Fonds d'appui à la protection sociale FAPS. Et enfin, pour clore ce journal, définir un carnet de route pour respecter les accords de Paris sur le réchauffement climatique. C'est la mission principale de la 24e conférence de l'ONU pour le climat appelée COP24. Elle se déroule en Pologne depuis ce dimanche. Le point avec Thierry Wigindavdi. La 24e édition de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique se tient à Katowice, dans le sud de la Pologne. L'accord de Paris, acté lors de la COP21 à Paris en 2015, définissait les principaux éléments de la nouvelle gouvernance internationale pour le climat. L'enjeu est de taille pour cette COP24, puisque 3 ans après l'adoption de l'accord de Paris, il s'agit d'adopter officiellement les règles de son application et avancer le dialogue de Talanoa pour la relève de l'ambition d'ici 2020. Comment rendre compte de l'atteinte des objectifs? Comment effectuer le suivi de les applications? Quelle flexibilité appliquer aux pays en développement? Autant de questions que devraient trancher ces diplomates. Ce dimanche, les Nations Unies ont appelé le gouvernement à faire beaucoup plus pour limiter les impacts sans précédent du dérèglement climatique. Dans son discours d'ouverture, le responsable climat de l'ONU, Patricia Espinosa, a souligné l'importance de cette conférence. Elle se tient à un moment où nous avons des signaux clairs de l'urgence dans laquelle nous devons agir au sujet du dérèglement climatique. Ces effets touchent toutes les communautés dans le monde. Les conséquences du changement climatique engendrent beaucoup de souffrances. Cela rend notre travail encore plus urgent, a martelé ce cadre des Nations Unies. À ce jour, 80
24 pays ont officiellement ratifié l'accord de Paris, mais il manque encore la Russie, la Turquie et l'Iran. Les États-Unis maintiennent par ailleurs leur souhait de se retirer de l'accord de Paris, tandis que l'Australie n'a pas réussi à inscrire ses engagements dans la loi. Au Brésil, Jair Bolsonaro, tout nouvellement élu, menace lui aussi de quitter l'accord de Paris. Même au niveau européen, les 28 États pourtant censés porter le leadership n'ont pas réussi à s'accorder sur une relève de leurs ambitions pour 2030 à cause de l'opposition polonaise et allemande. Le contexte politique est donc particulièrement morose alors que les alertes à agir de toute urgence ne cessent de se multiplier. Merci Thierry Wigirindavi. C'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.